Donc, pour vous dire que si, quand je fais des conférences avec des docteurs, dans le domaine scientifique, je parle rarement d'un produit. Je parle surtout d'une approche qui, lorsqu'on la met dans son contexte global, c'est l'approche de la libération de nos propres cellules souches. Quand on parle de cellules souches en temps normal, on parle d'isolation de cellules souches d'une source quelconque, le cordon ombilical par exemple, de la manipulation des cellules souches en laboratoire et ensuite leur injection dans le sang. Donc à la fin, tout ce qu'on fait, c'est qu'on augmente le nombre de cellules souches en circulation. Donc la grande question, c'est et si on augmentait le nombre de cellules souches à travers la libération de nos propres cellules souches. Donc c'est ça le concept de la mobilisation, qui veut dire libération des cellules souches endogènes, ce qui veut dire nos propres cellules souches. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on est les seuls un peu à parler de ça. Et je voudrais un peu prendre quelques minutes pour ouvrir une fenêtre sur le monde scientifique pour vous montrer un peu ce qui se fait en science, ce qui s'est publié dans la littérature scientifique, pour que tous comprennent bien qu'on n'est vraiment pas les seuls qui s'intéressent à ce domaine-là, ou à cette approche scientifique. On est simplement les seuls qui en parlent parce qu'on est les seuls jusqu'à présent à avoir un produit qui soit prêt à aller sur le marché et qui un peu puise un petit peu à toute cette information. Donc, encore une fois, juste pour être très clair, plus de son. Une approche qui est là qui est développée par différents groupes scientifiques. Donc rien de ça ne touche le système NNS ou nos produits comme tels. C'est pour vous montrer ce qui se fait en science. Donc prenons trois cas. Le premier, l'infarctus du myocarde. Donc, c'est des études qui ont été faites à l'Institut national de la santé où des chercheurs ont déclenché par la ligation de l'artère coronaire un infarctus du myocarde chez des souris. Et ensuite, on a séparé les groupes en deux groupes. Un groupe contrôle, auquel on n'a rien fait, et l'autre groupe dans lequel on a injecté les fameuses cytokines, ces facteurs de croissance qui déclenchent la libération des cellules souches de la moelle osseuse et qui mettent en circulation dans le sang, des cellules souches nouvelles, une augmentation d'à peu près 1000%, jusqu'à 5000%. Donc une augmentation vraiment énorme du nombre de cellules souches en circulation. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est après environ un mois, on a vu que dans le groupe contrôle, on a énormément de tissus cicatriciels dans la paroi ventriculaire, on n'a pas de nouveaux vaisseaux sanguins, 17% de survivants et une condition cardiovasculaire vraiment très pauvre, vraiment des signes importants de cardiomyopathie. Et lorsqu'on regarde le groupe expérimental, donc le groupe de souris dans lequel on a simplement eu plus de cellules souches en circulation pendant, disons, 8 à 10 jours, peut-être que quelques jours excédentaires après le traitement, donc disons pendant 2 semaines. On a eu une augmentation du nombre de cellules souches en circulation et on a donc un renouvellement complet de la paroi ventriculaire, des nouveaux vaisseaux sanguins qui se reconnectent dans l'autre ventricule, 73% de survivants et des fonctions cardiovasculaires quasi normalisées. Donc simplement une augmentation du nombre de cellules souches en circulation à travers une libération de nos propres cellules souches et on obtient une régénération, une réparation du cœur qui est quand même assez importante, phénoménale. Même chose au niveau du diabète. Au groupe scientifique, et là ce qu'on a démontré, si on veut démontrer que l'augmentation du nombre de cellules dans le sang peut avoir un effet au niveau du diabète, ce que des chercheurs ont fait, c'est qu'on doit démontrer d'une part que les cellules souches ont cette capacité à se libérer de la moelle osseuse, à migrer dans le pancréas et à devenir des cellules du pancréas fonctionnelles qui produisent de l'insuline. Et si on peut démontrer ça, la deuxième étape, c'est de démontrer qu'en mettant plus de cellules souches en circulation, on arrive à augmenter ce phénomène naturel de réparation du pancréas. Donc on a ici une diapositive qui nous montre les résultats d'une étude, une très belle étude qui a été faite, dans laquelle des chercheurs ont pris des souris mâles, dans lesquelles on a couplé le gène pour l'insuline au gène pour la protéine fluorescente verte. Donc EGFP veut dire Enhanced Green Fluorescent Protein. Donc en couplant ces gènes, ça veut dire que si une de ces cellules se met à transcrire le gène pour l'insuline, elle va aussi transcrire le gène pour cette protéine fluorescente verte, donc cette cellule va devenir verte.
Et on a ensuite pris des cellules, des souris femelles qu'on a irradiées, donc ce qui tue toutes les cellules souches, et on a injecté des cellules souches des souris mâles dans les souris femelles. Donc on a donc à la fin des souris femelles, donc tous les tissus, tous les organes sont faits de cellules qui ne contiennent pas le chromosome Y. Par contre, alors voilà les résultats. Donc si on isole quelques semaines après des cellules souches du pancréas, des cellules du pancréas, non pas des cellules souches, mais des cellules du pancréas, et qu'on regarde donc cette cellule entourée de rouge, et on voit que lorsqu'on utilise une lampe fluorescente, cette cellule a effectivement transcrit le gène de l'insuline puisqu'elle est verte. Maintenant, pour voir si elle produit effectivement de l'insuline, on a utilisé un anticorps pour l'insuline et effectivement, elle produit de l'insuline. Et on peut voir avec l'intensité des 3 cellules donc normales, pancréatiques, qui produisent de l'insuline, que cette cellule produit une quantité d'insuline tout à fait normale. Donc c'est en fait une cellule tout à fait normale. Et est-ce qu'elle contient bien le chromosome Y? Ce qui détermine que c'était bien une cellule souche, puisque seulement les cellules souches qui ont été injectées au départ contiennent le chromosome Y. Donc on a démontré de façon très claire que les cellules souches de la moelle osseuse peuvent se libérer et peuvent migrer d'elles-mêmes vers le pancréas et devenir des cellules souches, des cellules fonctionnelles du pancréas qui font de l'insuline. Deuxième étape, si on augmente le nombre de cellules souches, est-ce qu'on peut renverser ou du moins aider une condition de diabète? Et là, on a en haut à gauche, on a la photo d'un îlot de Langerhans normal. Ce sont les unités de fabrication d'insuline dans le pancréas. Et en médecine, pour étudier le diabète, on fait ce qu'on fait d'ailleurs dans plusieurs domaines de la médecine. Pour étudier différentes maladies, on trouve des moyens de générer ces maladies, ou du moins de générer des symptômes qui ressemblent à ces maladies chez l'homme. On génère ça chez les souris. Et on utilise différentes méthodes. Pour le diabète, ce qu'on a, c'est qu'on a une toxine bactérienne qui s'appelle la streptocotocine, qui, lorsqu'on l'injecte dans une souris, cette toxine va directement au pancréas et tue les cellules qui font l'insuline. Donc, on développe une condition diabétique artificielle chez l'animal, mais ça nous donne donc un modèle pour étudier ensuite le diabète chez l'animal. C'est ce qui se fait en science pour étudier différentes maladies. Donc, après injection de la streptocotocine, on voit la disparition totale de l'îlot de Langerhans. Ces animaux sont donc diabétiques, on doit leur injecter de l'insuline pour qu'elles puissent survivre. Et là, dans un troisième groupe, ce qu'on a fait, groupe de souris, on a injecté la streptocotocine avec des composés qui provoquent la libération de cellules souches de la moelle osseuse. Donc, on a plus de cellules souches en circulation pendant quelques jours. Et on peut voir qu'on a une reconstitution partielle des îlots de Langerhans, mais c'est suffisant pour pouvoir renverser la condition diabétique chez ces animaux. Donc, ces animaux n'ont plus besoin d'injection d'insuline. Donc, ce n'est pas une condition parfaite, mais d'un point de vue symptomatique, ces animaux sont donc normalisés. C'est des études qui ont été aussi faites chez l'homme, études préliminaires, je dois préciser, chez une quinzaine d'individus récemment diagnostiqués au diabète, et on a pu voir comme ça, chez ces 15 individus, environ 13 n'ont pas eu besoin d'insuline entre 3 et 36 mois, et 3 ans après le début de cette étude-là, on avait encore 3 personnes qui étaient toujours indépendants à l'insuline. Préliminaire, mais simplement pour démontrer que c'est une approche qui est prometteuse et qui est déjà étudiée par plusieurs groupes scientifiques à travers le monde. Donc, cette idée de libérer des cellules, vos propres cellules souches ou nos propres cellules souches, est quelque chose qui est bien étudié en science. Les travaux sont simplement toujours en cours avant de conclure qu'effectivement, ce sont des traitements qui sont efficaces et acceptés surtout. Maintenant, troisième domaine, au niveau de l'embolie cérébrale. Ce que des scientifiques ont fait, c'est qu'on a étudié une méthode qu'on appelle disons, je sais pas comment, le labyrinthe de Messner, je crois. En fait, c'est un labyrinthe qu'on met dans une piscine et il y a une plateforme qui est quelque part dans cette piscine, quelques millimètres sous la surface de l'eau. Et là, la piscine est colorée avec différents symboles autour de la piscine qui permet comme ça à la souris qui est mise dans l'eau de pouvoir s'orienter
dans la piscine. Donc on met une souris dans l'eau et de façon normale, après entre 4 et 7 fois, la souris va arriver à s'orienter immédiatement et va nager comme ça en ligne droite vers la plateforme. Au début, il y a un peu du zigzag, elle va un peu partout dans la piscine, mais après 4 à 7 fois, elle va nager comme ça directement vers la plateforme. C'est une méthode de test cognitif, si je peux dire, des fonctions cognitives qui est utilisée chez la souris. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'en utilisant un laser, on a déclenché comme ça un caillot sanguin, donc une embolie cérébrale chez les animaux, et on a laissé les animaux récupérer, et 2 semaines après, on les a retestés. Donc, 2 groupes d'animaux, un groupe normal, auquel on n'a rien fait, et l'autre groupe dans lequel on a injecté des cytokines qui déclenchent la libération des cellules souches de la moelle osseuse. Dans le groupe contrôle, toutes les souris ont mis plus de 2 minutes avant de trouver la plateforme, et dans les protocoles utilisés, si la souris n'a pas trouvé en 2 minutes, pour éviter en fait les stress trop intenses, on retire la souris de la piscine. Et dans le groupe expérimental, tous les animaux ont pu trouver la plateforme en moins de... Vous avez une coupure de son encore une fois? Je suis vraiment désolé. Enfin, laissez-moi un mot s'il y a toujours coupure. Donc les animaux qui ont été traités afin de libérer plus de cellules souches, plus de cellules souches, en 40 secondes, ont pu trouver la plateforme. Et là, quand on voit les images du cerveau, on voit clairement qu'il y a une réparation qui s'est faite au niveau du cerveau. Je dois préciser ici qu'au niveau du cerveau, ce qu'on a comme phénomène un peu plus complexe que dans d'autres tissus, c'est que lorsque les cellules souches migrent dans le cerveau, le phénomène, le mécanisme d'action, c'est surtout en fait un phénomène de libération de facteurs de croissance. Les cellules souches qui migrent vont déclencher la réparation à travers l'interaction ou l'intervention de cellules souches cérébrales, cellules souches neuronales qui sont déjà dans le cerveau. Mais bon, tout ça, c'est pas nécessaire de rentrer dans ces détails parce que la contribution des cellules souches de la moelle osseuse qui migrent dans le cerveau joue un rôle quand même assez important. Encore une fois, tout ça simplement pour vous dire que ce sont des choses qui sont étudiées dans le domaine de la science et les données existent. Donc voilà, je voulais simplement partager avec vous ce qui se fait dans le domaine de la recherche. Maintenant, si on replace tout ça dans un contexte plus global, parce que tout ça parle de thérapeutique, nous on ne parle pas de thérapeutique, on parle de maintien de la santé, on parle de santé optimale. Donc si on replace tout ça dans le contexte plus général, je dirais de la compréhension de la santé, du bien-être et de la formation des maladies. Et c'est là, je pense, qui est pour moi vraiment le phénomène ou l'aspect, je dirais, le plus important. Pour vous, à connaître, et peut-être ce qui est le plus important aussi, à discuter, à partager avec les gens avec qui vous parlez. Parce que c'est quelque chose qui nous amène vers une compréhension toute nouvelle de la santé, du bien-être et de la formation des maladies. Aujourd'hui, quand on parle de maladie, on parle de déclin, et on parle de ça, par exemple, vous avez tous entendu parler, ce qui est une réalité d'ailleurs, on dit tous les hommes développent le cancer de la prostate. Ce n'est que la question à savoir si la personne va mourir avant que le cancer de la prostate se développe à un point où ça affecte la qualité de vie. Et c'est à ce niveau-là, à ce moment-là, qu'il faut à ce moment-là traiter ou vraiment considérer la chose. Et si on étire un petit peu cette affirmation-là, on peut l'appliquer à peu près à n'importe quoi. C'est avec l'âge que les problèmes tendent à s'exprimer, à dépasser un seuil qui va au-delà de simplement un effet sur la qualité de vie. Ça développe un seuil où ça devient ce qu'on appelle une maladie avec des effets, des symptômes qui doivent vraiment être traités, une condition qui doit être traitée. Mais avec l'âge, si on vivait 120, 150 ans, on développerait à peu près tous les problèmes, en fait toute une série de problèmes. Donc c'est plus, en fait, quand on comprend ça dans son échelle globale, c'est vraiment une question de savoir quels sont pas les phénomènes, mais les facteurs qui vont faire en sorte que chez une personne en particulier, ce soit tel ou tel problème qui va en fait s'exprimer en premier avec l'âge. Et ces facteurs sont les facteurs de génétique, les facteurs des blessures passées, d'exposition à des toxines environnementales présentes ou passées, notre style de vie, notre alimentation, notre repos ou notre capacité à nous reposer, notre exposition au stress, notre attitude mentale. C'est facile de voir, il n'y a rien de nouveau dans tout ça, vous savez déjà tout ça. Ce que je vous dis là, c'est d'une telle évidence, c'est simplement que on ne ramasse
jamais on ne ramasse tout ça ensemble dans le contexte ou dans le concept que je suis en train de vous exprimer. C'est de voir que tous ces facteurs vont en fait jouer pour révéler qu'est-ce qui fera en sorte qu'un individu va développer tel ou tel problème en premier. Et quand on a développé un problème, la médecine en général, c'est pas une critique, hein, c'est une constatation, la médecine ne va que compenser. On a un diabète, on prend de l'insuline. On a de l'hypothyroïdie, on prend des hormones synthétiques comme la T3, T4, comme le Synthroid par exemple, hormones synthétiques. On a le Parkinson, qui est une déficience en dopamine au cerveau, on va prendre de la L-Dopa, qui est les précurseurs de la dopamine. On a, je ne sais pas, comme ça, vous pouvez penser à peu près à n'importe quel problème dégénératif, on compense. Vous avez une dégénérescence au niveau du genou, on vous fait une chirurgie de remplacement de genou. On ne fait que compenser. Et toute la compréhension du développement des maladies, c'est un déclin relié à une perte cellulaire. On perd les cellules du pancréas, c'est le diabète. On perd les cellules qui fait la dopamine au cerveau, c'est le Parkinson. On perd les cellules de la rétine, c'est la dégénérescence maculaire. Tout est une question de déclin et de perte cellulaire. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la compréhension générale de la santé. Et de façon générale, ce qu'on fait dans le domaine de la nutrition, dans le domaine de la santé, c'est qu'on a des suppléments alimentaires, des antioxydants par exemple, qui vont réduire la rapidité de ce déclin, qui va prévenir l'effet des radicaux libres sur les cellules, pour pouvoir prévenir le vieillissement des cellules, prévenir le vieillissement des tissus, des nutriments qui vont permettre aux cellules de vivre plus longtemps. Donc c'est un petit peu tout ce maintien, si je peux dire, des cellules pour ralentir ce déclin. C'est un petit peu autour de ça que, c'est dans ce créneau-là, si je peux dire, que se tient tout le discours sur la santé. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'il y a un autre aspect, il y a un autre bras, si je peux dire, un autre aspect à toute cette approche-là, c'est l'aspect de la régénération. On ne fait pas que perdre des cellules, on arrive aussi à remplacer les cellules. Et ça se fait à travers les cellules souches, à travers la libération des cellules souches, la circulation, la migration des cellules souches et leur prolifération au niveau des tissus. La santé, donc, n'est pas simplement une question de déclin ou de rapidité du déclin, c'est en fait un équilibre entre déclin et réparation des tissus. Merci bien. Donc de déclin et de réparation des tissus. Et là, quand on comprend ça, il faut voir que la perte de santé n'est pas simplement une question de déclin, c'est en fait lorsque la rapidité ou le rythme du déclin, le niveau de déclin, excède la capacité à réparer les tissus. C'est un balancier, c'est un équilibre. Et on arrive à vraiment changer les choses au niveau de la santé lorsqu'on arrive à faire en sorte que le rythme ou le niveau de réparation des tissus naturel, le niveau de réparation des tissus excède le déclin. Et donc c'est ça qu'on a quand on parle de StemEnhance, de SE2 ou des produits que StemTech a développés, c'est qu'on augmente cet aspect de déclin. De régénération. Donc, si on parle de cette nouvelle compréhension du développement des maladies ou du maintien de la santé et du bien-être, c'est en fait un balancier entre deux phénomènes, déclin et régénération. Perte cellulaire et remplacement des cellules qui ont été perdues. Développement ou processus de formation lent des maladies et processus de maintien de la santé. Et ça, c'est complètement nouveau en médecine. Quand on parle de santé en médecine, on parle toujours de prévention. On parle toujours de ralentir le développement du problème. Mais à travers toutes ces découvertes au niveau des cellules souches, pour la première fois, on peut vraiment parler de maintien de la santé, de basculer cet équilibre afin d'augmenter le processus de réparation des tissus. Donc, la grande question, c'est de faire tout ce qu'on peut faire pour augmenter et soutenir ce processus naturel au niveau du corps, qui est un processus par lequel les cellules souches vont et migrent au niveau des différents tissus. Le phénomène le plus important, c'est le nombre des cellules souches au niveau de la circulation du sang. Et ça, c'est présent, c'est vraiment partout dans la littérature scientifique. C'est important de libérer les cellules souches, de les circuler. Elles doivent migrer, évidemment. Si elles ne migrent pas, elles ne font pas leur travail. Leur prolifération est essentielle au niveau des tissus. Mais de tout ça, l'aspect le plus important, c'est le nombre de cellules souches en circulation. Encore une fois, toutes ces étapes sont fondamentales.
Si on met plus de cellules souches en circulation, mais qu'elles ne circulent pas bien, c'est pas aussi bien que ça pourrait l'être. Si elles ne migrent pas au niveau des tissus, aussi bien qu'elles le pourraient, c'est pas aussi bien que ça pourrait l'être. Mais le facteur le plus important, c'est leur nombre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on parle de cellules souches, ou comment on peut augmenter ou soutenir ce phénomène naturel au niveau du corps quand on parle de style de vie? Simplement pour vraiment mettre ça dans le contexte le plus global, l'exercice. Ce que des travaux ont démontré, c'est qu'un exercice intense, on parle par exemple de courir un marathon, demi-marathon également, on parle les rameurs qui font comme ça de la rame, j'ai oublié le terme correct en français, mais ces compétitions de rame, mais hyper intenses, vont aussi libérer les cellules souches. Donc avec les données générales qu'on a, je pense qu'on peut tirer cette conclusion de dire l'aviron. L'exercice intense de façon générale va libérer des cellules souches, mais il faut vraiment mettre l'accent sur l'intensité ici de l'exercice. Une simple marche, il n'y a aucune documentation ici de dire que ça va libérer des cellules souches. Exercice intense va aider en libérant comme ça des cellules souches. Un sommeil profond va nous permettre de libérer de la mélatonine qui, elle, des travaux ont démontré que la mélatonine va soutenir la prolifération des cellules souches du cerveau. Donc ça aide le cerveau à se régénérer, à se réparer au jour le jour. Une nourriture anti-inflammatoire, donc on parle d'une nourriture colorée, des légumes verts, mais aussi des légumes du chou rouge par exemple. Tous les fruits colorés amènent des pigments qui sont anti-inflammatoires, antioxydants et anti-inflammatoires. Antioxydation et anti-inflammation, ici, sont très liés au niveau du corps. Donc, vous allez tous pouvoir avoir accès à la vidéo avec les coupures. Je suis désolé, on peut voir. Peut-être qu'on pourra retravailler la vidéo, éliminer les coupures. Je suis vraiment désolé. J'espère que quand même dans l'ensemble, l'information peut passer quand même assez bien. Ok, donc nourriture inflammatoire, l'inflammation au niveau du corps va un peu, je dirais, diminuer la capacité des cellules souches à identifier où dans le corps, quel tissu et quel organe a besoin de réparation. Donc ici, on parle simplement d'une question d'efficacité. On va augmenter ou soutenir le rôle général des cellules souches dans le corps en ayant une nourriture anti-inflammatoire ou en prenant des composés qui sont de façon générale anti-inflammatoires. Et c'est la raison pour laquelle au niveau du stem enhance et du SE2, on a aussi cet effet secondaire. Parce que le stem enhance contient la phycocyanine qui est anti-inflammatoire. On le retrouve effectivement aussi au niveau du SE2 qui contient aussi la phycocyanine. Mais le fucoïdane aussi au niveau du SE2 est connu pour ses effets anti-inflammatoires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le fucoïdane est le plus connu. Ce sont ses effets, sur le marché j'entends, ce sont ses effets anti-inflammatoires. Donc on a au niveau du SE2 déjà aussi des effets anti-inflammatoires. La cigarette, il faut arrêter de fumer. La fumée de cigarette primaire, c'est-à-dire c'est le fumeur, mais aussi secondaire. Chez les gens qui sont exposés à cette fumée de cigarette, on a pu démontrer que si on prend un échantillon sanguin d'un individu qui vient d'être exposé à une fumée primaire ou secondaire, ces cellules souches ont une capacité diminuée à migrer vers les tissus et à proliférer. Ensuite, le stress, je lis ça à attitude mentale parce que c'est très lié. Deux personnes, dépendant de leur attitude mentale, vont gérer le stress ou vivre le stress d'une façon complètement différente. Donc c'est vraiment ici le couple stress et attitude mentale. Mais lorsqu'on expérimente le stress et on vit un stress, ce que les études ont démontré, c'est que les hormones de stress libérées vont affecter les cellules souches et vont diminuer la capacité des cellules souches à proliférer et à migrer vers les tissus. Donc si on vit dans une situation de stress pendant 10, 20, 30, 40 ans, et là je vous dirais bienvenue au monde moderne, n'importe qui aujourd'hui dans notre monde moderne vit un stress au quotidien. Si on n'apprend pas à gérer le stress, c'est un stress au quotidien. Ça veut dire que durant toutes ces années, on vit avec un système de réparation et de renouvellement qui est diminué en fait, compromis si je peux dire, de façon chronique. Donc c'est important aussi de gérer le stress. Et là, une fois qu'on fait tout ça, il faut voir aussi que, ayant développé un petit peu
toute cette approche et tout ce concept au niveau des cellules souches dans le corps, du rôle naturel des cellules souches dans le corps, et de ce concept d'équilibre de la santé, un équilibre entre perte cellulaire et renouvellement cellulaire. Donc l'emphase qu'on a à STEMtech, c'est de développer des produits qui vont soutenir différents aspects du rôle des cellules souches dans le corps humain. Donc on a le STEMNN, c'est le SE2 pour soutenir la libération des cellules souches de la moelle osseuse. Donc avec le SE2, on a une augmentation de environ 4 à 5, 6 millions de cellules souches nouvelles en circulation dans le sang 1 heure après la consommation. On a le STEMflow. 3 capsules de STEMflow contiennent les ingrédients qui, avec la dose générale, donc qui est apportée avec 3 capsules, va pouvoir entraîner vraiment une plus grande fluidité du sang et permettre aux cellules souches de vraiment atteindre tous les capillaires fins du corps, parce que c'est au niveau des capillaires fins que les cellules souches peuvent vraiment migrer au niveau des tissus. Migration des cellules souches vers les tissus avec le ST5 et aussi plein de nutriments qui permettent aux cellules souches ensuite de bien proliférer au niveau des tissus. Et au niveau de la prolifération, on a mis vraiment l'emphase ici avec la prolifération au niveau de la peau, qui est l'organe le plus gros du corps humain et qui a aussi un renouvellement très très rapide. Donc on a avec le dermastem un soutien de cet aspect de prolifération au niveau des cellules souches de la peau. Donnez-moi un instant, je crois qu'il y a une question. Non, les plantes utilisées dans les SE2 n'ont aucun effet intoxicant à long terme, d'aucune façon. Ce sont des ingrédients qui sont tous très 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 sécuritaires. Et tout ça est bien démontré. Donc, en conclusion à tout ça, je voudrais maintenant remettre ça dans un contexte un peu plus global. C'est de dire, laissez-moi juste lire la question encore une fois. Non, les questions d'effet de la thyroïde, il faut que les personnes qui disent ça généralisent sur des informations qui existent sur des algues marines en général. Ce n'est pas le cas ici. SE2 est fait d'une algue d'eau douce, un extrait d'algue marine qui ne contient pas les ingrédients ou les éléments qui vont avoir un effet au niveau de la thyroïde. Donc tout ça, il ne faut pas s'inquiéter. Laissez-moi terminer un tout petit peu et après on va voir si on a le temps d'aller aux questions. Non, il n'y a pas de... le cordyceps n'est pas techniquement un champignon et il n'y a pas d'allergie vraiment rapportée au cordyceps. Donc il n'y a pas ceux qui ont des allergies aux champignons, faites un essai, mais c'est très rare qu'il y a ici effet allergique, si je peux dire, ou allergène chez les personnes qui en temps normal ont des réactions au niveau des champignons. Le cordyceps n'est pas techniquement un champignon. Donc je vais terminer. Donc tout ça, si je remets ça dans un contexte plus global, on parle vraiment d'une mission. En fait, pour moi, c'est un peu une mission, parce que quand on comprend le rôle naturel des cellules souches dans le corps humain, ça nous amène à une toute nouvelle compréhension de la santé et du bien-être. Parce que là, ceux qui ont déjà entendu ce genre de conférence quand je suis allé au Québec, c'est pas du nouveau, mais pour les nouveaux, pensez-y bien. Quand on se dit comment est-ce qu'on définit la santé d'une façon générale, si on s'y arrête un peu, ma réponse est un peu bébête, mais je vous dis ça vraiment d'un point de vue philosophique. On définit la santé comme une absence de maladie. Si vous n'avez pas un diagnostic, vous êtes considéré en santé. Et cette façon de penser la santé, en fait, c'est de voir que c'est un peu comme si d'un côté on a la santé, et ensuite on passe cette ligne qui est le diagnostic, et de l'autre côté on a la maladie. Et pourtant on sait très bien que à travers notre expérience de vie, que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On a d'un côté la santé optimale, et là on a une grande zone grise que j'appellerais le manque de bien-être, ou le bien-être général, plus ou moins grand. Et là, c'est en fait de se lever le matin avec des petites douleurs un peu partout. On sait que notre concentration n'est pas aussi bonne que c'était avant. On sait que quand on marche rapidement ou on court comme ça pendant 2-3 pâtés de maison, eh ben on est plus essoufflé qu'on l'était avant. On sait que le corps n'est pas vraiment aussi performant qu'il pourrait l'être. On sait ces choses-là. On sait qu'on n'est pas dans une santé optimale. Et pourtant, on n'a pas de maladie. Et de l'autre côté, ensuite, après le diagnostic, on a les problèmes de santé. On sait qu'il y a cette zone grise énorme, mais on ne peut rien y faire dans le contexte conventionnel de notre compréhension de la santé, parce que, dans le meilleur des cas, tout ce qu'on fait, c'est de la prévention.
Donc on veut empêcher de traverser cette ligne du diagnostic qui nous entraîne vers la maladie. La prévention n'a pas comme objectif d'atteindre la santé optimale, ça a comme objectif de prévenir le développement du problème. Donc conceptuellement, ce qu'on a avec tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui, c'est que pour la première fois, du point de vue historique, on a vraiment une plateforme physiologique. Je ne parle pas simplement en termes d'idéologie, physiologique, très très démontrée, concrète, objective. On a pour la première fois une plateforme qui nous permet de parler du maintien de la santé. Le remplacement des cellules au niveau des tissus, le renouvellement des tissus, la réparation des tissus, pour la première fois, en basculant le balancier, en augmentant l'aspect de renouvellement au niveau du corps humain, on peut vraiment redonner au corps humain son potentiel de santé. Ça change vraiment tout au niveau de la compréhension de la santé. Et ça, c'est un message qui est en fait une mission, parce que si on extrapole tout ça dans le futur, parce que regardez les antioxydants. Aujourd'hui, on parle d'antioxydants. Les médecins recommandent les antioxydants. C'est vraiment bien accepté en médecine. Les lois américaines publiées par l'Institut national de la santé disent bien, par exemple, le fameux Dietary Supplement Health and Education Act, la loi sur les suppléments alimentaires aux États-Unis, dit bien dans le texte de la loi, il est reconnu que les antioxydants aident à maintenir la santé et à prévenir les maladies. Donc tout ça, c'est vraiment reconnu. Mais ça vient de où tout ça? Ça vient d'un effort, si je puis dire, d'un mouvement populaire qui entraînait un nombre important de personnes à consommer des antioxydants, à en parler, à aller visiter leur médecin et de voir en fait que les médecins sont arrivés au fil des années à voir que vraiment, effectivement, il y a quelque chose derrière ces antioxydants. C'est la même chose ici. Il faut en amener par une reconnaissance populaire, par une expérience populaire qui va de la base, qui remonte comme ça vers le monde scientifique, médical, une constatation qu'effectivement, ces composés qui soutiennent le rôle naturel des cellules souches au niveau du corps, effectivement, il y a quelque chose derrière ça. Et à travers ce travail de base dans la population, je pense qu'on va en amener à changer notre compréhension générale. Quand je dis notre, je parle la compréhension au niveau du monde scientifique, la compréhension générale de la santé, du bien-être et de la formation des maladies. Et je vous dis ça parce que quand vous parlez à quelqu'un des produits, de tous ces concepts-là, même si quelqu'un n'est pas intéressé au moment où vous lui en parlez, gardez à l'esprit que derrière tout ça, il y a une mission beaucoup plus grande. Vous êtes des pionniers dans ce domaine-là et on fait tous le même travail, donc on est tous des pionniers dans le domaine vers le développement d'une nouvelle compréhension des maladies, d'une nouvelle compréhension de la santé et du bien-être. Et à ce niveau-là, je vous tire mon chapeau et je vous remercie pour le travail que vous faites. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Je crois qu'on a, voilà, c'était ma dernière diapositive. On a déjà fait 45 minutes. Peut-être que ce qu'on pourra faire, René,